BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. 19h30, merci d'être avec nous. Bienvenue en ce mardi soir sur BFM Business et bienvenue dans Tech Co, la quotidienne. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous le savez, 90 minutes de tech, c'est comme ça chaque soir, du lundi au jeudi. On est à la radio, à la télé. Peut-être êtes-vous en train de nous écouter dans votre voiture alors que vous rentrez du boulot, ou alors peut-être en replay ou en podcast, en tous les cas, où que vous soyez. Quoi que vous fassiez, soyez les bienvenus. Avec au sommaire de ce Tech Co, donc en ce mardi soir, eh bien on va revenir sur cette annonce qui a été faite il y a quelques minutes à peine par le président Macron, la création de ce futur centre d'excellence IA à Paris. Évidemment, information importante, on va y revenir dans un instant. Autre info étonnante, Sony, qui est quand même l'un des géants de la tech japonaise, arrête de fabriquer ses télés. C'est quand même un signe incroyable de la déconfiture de l'industrie technologique japonaise. On va en parler dans quelques instants. Et puis tiens, je recevrai tout à l'heure la nouvelle patronne de BYD France. Quelle est la stratégie de déploiement de BYD, ce constructeur chinois que rien n'arrête en France? On le saura tout à l'heure avec donc sa nouvelle directrice générale qui sera mon invitée. Voilà, vous savez tout. Un grand merci d'être là. C'est parti pour 90 minutes de tech sur BFM Business. Bienvenue dans Tech Co. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Tech Co, c'est chaque soir, vous le savez, 90 minutes de tech et 1 heure de débrief. On revient sur les gros sujets d'actualité et on les analyse avec nos experts. Avec ce soir sur le plateau de Tech Co, Fanny Bouton. Bonsoir Fanny. Bonsoir François. Directrice du Quantique chez OVH Cloud et voilà, passionnée de tech depuis toujours, j'ai envie de dire. Ah bah 25 ans de passion. Voilà, 25 ans de tech, ce qui fait que tu commences à avoir un sacré background. Et à nos côtés aussi Salim Nassur qui est là. Salut Salim. Salut. Fondateur de Mars avec 2 A. Ex-Google, voilà, passionné par tout ce qui touche la tech et l'intelligence artificielle. Tu en fais d'ailleurs ton job aujourd'hui, rappelons-le. C'est ça. L'un de tes jobs, c'est de sensibiliser les entreprises à eh bien, l'utilisation de l'IA, mais pas n'importe comment. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Profite juste que tu le dis. Enfin, les entreprises comprennent que c'est pas juste quelque chose de technologique, mais il y a beaucoup d'humains. Donc, développer ses capacités humaines, ses soft alors skills. que c'est un paradoxe. On se dit un paradoxe. l'IA va remplacer l'humain. On a mis 3 ans à comprendre, mais voilà, maintenant, les entreprises ont compris. C'est très bien. On arrive à comprendre ce sujet. Dans quelques instants, on parlera d'Anthropic qui pourrait faire une levée de fonds géante de 25 milliards de dollars. Ça n'arrête plus du côté de ces chiffres, tous plus monstrueux que les autres concernant l'IA. On évoquera aussi l'épisode Netflix qui devrait racheter, si tout va bien, Warner, même si, évidemment, la Paramount met des bâtons dans les roues dans cette transaction. Et puis, on découvrira aussi la manière dont Netflix commande ses films et oblige les producteurs à avoir, des petites informations régulièrement dans le film, parce que Netflix a remarqué une chose, c'est que vous et moi, lorsqu'on regarde un film sur Netflix, on a quoi dans les mains? Eh bien, notre téléphone, ce qui fait qu'on est perturbé. Et donc, il faut répéter plusieurs fois le scénario dans le film pour qu'on le comprenne. C'est dingue. Et c'est Matt Damon qui a raconté cette petite anecdote. On reviendra là-dessus dans un instant. Mais dans l'immédiat, l'actu chaude, elle se passe à Davos, où le président de la République a enfin pu parler d'IA. C'est vrai que notre pauvre président, en ce moment, il a 2-3 sujets sur le feu. Laure Closier est avec nous. Bonsoir, Laure. Bonsoir. Quel plaisir de te retrouver dans Tech Co. C'est pas du tout ton heure, mais là, effectivement, à Davos, on casse les codes. Alors, Emmanuel Macron a annoncé, je le disais, un centre d'excellence en intelligence artificielle qui sera à Paris. C'est une annonce un peu en catimini, c'est ça ? Bah oui, parce que la journée d'Emmanuel Macron, elle a été un peu gâchée, évidemment, par la géopolitique. Il avait prévu de faire une annonce tonitruante sur ce centre de recherche IA, centre de recherche européen qui va être basé à Paris. Et puis, en fait, il a dû parler uniquement géopolitique toute la journée. Donc, cette annonce, elle s'est faite dans une salle de Davos, un peu à l'arrière, avec la délégation française, les entreprises qui l'accompagnent. Et puis, Maurice Lévy qui a fait le déplacement pour soutenir le chef de l'État dans cette annonce. Donc, ce centre, évidemment, c'est important. Il y aura de la recherche, on travaillera avec les entreprises, ça sera basé à Paris. Vous avez compris, mais l'annonce en fait la plus importante de la journée, c'est pas ça. L'annonce la plus importante, c'est Yann Lequin, dont on dit, et c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a annoncé tout à l'heure lors de sa prise de parole, qui sera bien basé
à Paris, confirmé par Maurice Lévy qu'on a vu il y a quelques instants et qui était à notre micro. Yann Lequin qui redevient français, fierté pour Emmanuel Macron. Larry Fink, le patron de BlackRock qui l'interviewait tout à l'heure, disait belle prise quand même ce Yann Lequin qui est là à Davos, qui se promène, qui fait des rencontres. Laurent Saulier est également présent, il discute, il rencontre énormément de monde. Les premières annonces dans le détail de ce que va faire son entreprise d'intelligence artificielle, ça sera début février. Merci beaucoup, Laure. On reviendra bien évidemment tout au long de la semaine qui se poursuit, bien sûr, ce centre d'excellence concernant l'IA, mais j'aimerais à chaud avoir un petit peu votre réaction là-dessus. On n'a donc pas beaucoup d'informations sur ce centre d'excellence IA qui, effectivement, a été annoncé, Laure le disait, dans un contexte géopolitique évidemment gravissime, donc c'est vrai que voilà. Mais bon, information, Yann Lequin revient à Paris. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous le connaissez personnellement, Yann Lequin. Non, on l'a entendu en conférence plusieurs fois, bien évidemment. C'est une sommité de l'IA qui a travaillé sur des modèles depuis longtemps. Et donc, le fait qu'il ait travaillé chez Meta lui a donné encore plus de visibilité, mais il est vraiment très, très intéressant à suivre. Oui, on en parlait hier, donc rappelons-le, Yann Lequin, l'ancien directeur scientifique de l'IA chez Meta qui a décidé de quitter Meta. Alors, il y a un article d'ailleurs très intéressant qu'on commentait hier dans Le Monde qui explique pourquoi Yann Lequin est parti de chez Meta. Tout simplement parce que voilà, il n'était plus en phase avec la stratégie de Mark Zuckerberg, à la fois, on va dire, philosophique sur son avancée sur l'IA, mais aussi idéologique. Parce que Yann Lequin est plutôt, et c'est pas un secret, de tendance démocrate, et ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et le rapport de force qu'il y a entre tous ces dirigeants de la tech et Donald Trump rebat les cartes en quelque sorte. Et c'était assez intéressant de l'écouter. Tu le connais toi, Salim, ou pas, Yann Lequin? J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et c'est bien d'avoir enfin quand même une star comme ça de l'IA qui réaffirme son appartenance à la France, alors que je crois qu'il vit encore aux US. Ça, enfin, il partagera. Est-ce qu'il va pouvoir y retourner dans pas longtemps? Non, mais je crois qu'il vit aux US. Je crois qu'il est. Alors, il enseigne à New York, à l'université de New York, mais ça va être intéressant de voir ça aussi, justement. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes là-dedans. C'est effectivement, il est français, donc là, il y a une grosse guerre qui se joue aujourd'hui entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Donc, avoir un des trois prix Turing, parce que je rappelle, donc il y avait Joshua Bengio qui était lui canadien, mais plutôt dans cet esprit démocrate encore. Il y avait Geoffrey Hinton, qui lui est britannique, mais qui a beaucoup vécu aux États-Unis, qui est en ancienne Google. Et il y avait Yann Lequin. Et moi, j'ai toujours dit, tant qu'Yann Lequin sera chez Meta, je ne porte pas forcément beaucoup de crédit à ce qu'il dit, parce qu'il était quand même piloté plus ou moins quand même par Mark Zuckerberg, et on connaît un peu les envies de Zuckerberg. Maintenant qu'il est parti, c'est une très bonne chose, parce qu'il reprend sa liberté. Et quand on a on a passé beaucoup de temps dans les grands groupes américains, on sait comment ça se passe à l'intérieur, et ça se passe, c'est pas toujours ce qui est dit à l'extérieur. Ouais. Donc qu'aujourd'hui, Yann Lequin reprenne sa liberté, et qu'en plus il le fasse en France, c'est une très très bonne chose. Que justement, parmi ces trois prix Turing, les trois sont alignés sur... c'est pas forcément ce modèle hégémonique à l'américaine qu'on veut avoir, et qu'il y a potentiellement des dangers à aller vers ce qu'ils veulent faire, c'est plutôt très bien. Oui, et puis c'est aussi les changements de type de modèle. Il y avait clairement un Meta qui voulait continuer à aller plus loin dans les LLM, qui a fait des recrutements justement qui n'allaient pas dans le sens de ce que voulait Yann Lequin, et Yann Lequin qui parle d'aller vers des world models qui seront des modèles beaucoup plus grands et qui vont utiliser l'IA différemment. Et ça demandait aussi de recréer des nouvelles entreprises et des façons de penser. Donc il y avait aussi cette façon scientifique d'aborder l'IA et d'aller vers le sujet est-ce qu'on peut faire des AGI ou pas, voilà, donc c'est tout un tas de débats. Et là, je pense qu'il va aller là-dessus. Christophe nous a rejoint sur le plateau de Tech Co. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Rappelons que tu es senior advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft France, c'était il y a quelques années. Alors, quelques-unes. Merci de pas rappeler trop bien. Surtout que c'est le début de l'année. Donc mais bon, je suis de très près cette actualité, effectivement. Oui, c'est clair. Le fait que Yann Lequin réaffirme son appartenance à la France. Je trouve que c'est positif parce que qu'on ait une star effectivement et qu'elle décide de se relocaliser. Je pense qu'il y a quand même une problématique sous-jacente qui est de faire que l'Europe soit de nouveau une force d'innovation.
Je suis toujours un gros avocat de l'échelle européenne. Ça peut commencer par la France, mais je pense qu'il faut qu'on se serre un peu plus les coudes au niveau européen dans le contexte qu'on voit aujourd'hui. Donc je pense qu'on ait une star qui vienne, qui effectivement puisse éventuellement réfléchir à des modèles un peu différents, parce qu'on est quand même dans une... dans une course à l'innovation. Aujourd'hui, peut-être les LLM vont un peu s'essouffler à un moment donné. Il va falloir inventer de nouvelles façons de faire les choses. Peut-être ces world models. Donc, qui sait, on aura peut-être, un peu comme on peut l'espérer avec le quantique, des technologies disruptives qui peuvent arriver et puis faire qu'on saute une génération technologique. Donc, en tout cas, avoir cette perspective-là, je trouve ça positif. Je trouve que, et certainement pour Yann Lequin, c'est... aussi de l'oxygène, de pouvoir se libérer, pouvoir avoir une liberté de prise de parole. Et je dirais que c'est pas forcément, à mon avis, un combat entre démocrates et républicains. Je pense que c'est plus effectivement une volonté d'imposer la technologie comme un facteur de domination, non seulement économique, mais militaire et culturel, avec un vrai projet derrière, piloté par certains géants de la tech, et auquel Mark Zuckerberg, de façon un peu surprenante quand on voyait l'histoire de Facebook, c'est largement, finalement, s'est révélé et a fait une sorte de coming out réactionnaire. Et c'est vrai que ça ne devait pas être simple pour Yann Lequin. Et que, voilà, en tout cas, ça peut être un des éléments qui peut participer à faire renaître un peu d'innovation disruptive. Mais le problème demeure, c'est celui de pouvoir agir de façon plus concertée, plus solidaire entre Européens face à une menace, là, parce que je crois que l'ambiance, elle est assez électrique à Davos, et qu'on ne sait pas que l'escalade... elle peut avoir lieu, et si on décide de l'enclencher, il va falloir avoir les guts pour suivre. Hein. C'est ça, et surtout qu'il y a un sujet qui est l'innovation technologique et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, il devient urgent d'acquérir en fait notre souveraineté sur tous ces domaines. Bien sûr. Et d'où la création de ce centre d'excellence de l'IA, alors qu'il va peut-être pas régler tous les problèmes, qui, rappelons-le, va être aussi très mis en avant lors du prochain Vivatech, d'après ce que j'ai compris. Et l'idée, c'est de créer une espèce d'équipe cohérente sur l'intelligence artificielle à la mode européenne, en quelque sorte souveraine. Je lisais ces centres qui sont issus en fait d'une initiative de Klaus Schwab, qui est le fondateur du World Economic Forum, donc de Davos. C'est le C4IR, donc C4 Center for Industrial Revolution. Et en fait, quand on lit la façon dont sont conçus ces centres, c'est pas des centres de données massives, c'est plus des centres de recherche où différents stakeholders, donc parties prenantes, se rencontrent et on réfléchit à une confiance, une éthique, une gouvernance autour des nouvelles technologies. C'est tout un vocabulaire de multilatéralisme, d'inclusivité qui semble être un peu dépassé aujourd'hui quand on voit ce qui se passe à Davos. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais sur la démocrate versus républicain. Je pense que tu as quand même un point, en fait. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, si tu refais un peu l'histoire de la tech, et on est tous là depuis un petit moment, la tech américaine, à la base, elle était plutôt démocrate. Oui, bien sûr. Là, on l'a vu au moment de l'investiture de Trump, ils se sont tous pliés derrière, donc ça devient très, très républicain. Et républicain veut dire, quelque part, une certaine vision des États-Unis, de l'hégémonie américaine. C'est un Hollywood boosté sous stéroïdes, si tu veux, pour pouvoir commencer à coloniser les autres pays. Et de l'autre côté, tu as la Chine qui fait la même chose. Donc aujourd'hui, avoir l'Europe qui se positionne un peu tardivement, mais mieux vaut tard que jamais, c'est toujours bien. Bien sûr. Et moi, je vois qu'il y a vraiment... tu parlais de Zuckerberg, il y a vraiment un vrai courant philosophique, idéologique. Il y a derrière des vrais investissements qui sont faits non plus au niveau du software logiciel, mais au niveau du hardware avec les terres rares. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu très stratégique. C'est pour ça qu'ils en parlent autant à Davos aujourd'hui. C'est que c'est quelque chose qui en va de la survie de l'Europe, si tu veux. Ouais, mais il y a des vrais sujets, d'ailleurs, tu disais, de filières et tout, parce que c'est bien qu'on ait le centre de recherche, qu'on crée les logiciels, les modèles, etc., mais sur quoi on va les faire tourner? Exactement. Et là, on a le sujet des puces et des GPU sur lequel tout ça tourne, et là, pour l'instant, on est quand même très dépendant des Américains
et des Chinois. Et c'est là où on voit, tu parlais du quantique, qui est un des sujets qui est aussi présent à Davos, qui sera plus discret cette année, mais on a aussi des startups qui sont représentées. Par exemple, là, moi, la semaine dernière, j'étais visiter chez ST Electronics comment ils vont produire les puces de silicium de la startup Kobli. Comment on arrive à reproduire des puces chez nous pour ces technologies. Ça fait plaisir de voir ST Micro dans le... S'investir en tout cas dans... Voilà. Mais on voit bien qu'ils gravent et qu'ils vont pouvoir graver ce type de puces. Mais les GPU dont on a besoin pour l'IA, pour l'instant, on ne sait plus les faire en France et en Europe. On est dépendant d'autres. Donc, comment on arrive à reproduire tout ça ? Il y a toute cette chaîne de valeur qui est très, très importante. Puis après, il y a le choix des data centers, où on met les données, où on traite les données, et aussi cette indépendance-là qui pose problème. Et on voit la souveraineté commencer à être renommée et remaniée de tout un tas de façons. Est-ce que ce centre d'excellence de l'IA est une vraie bonne chose qui va être concrète à votre avis, ou c'est encore une annonce de communication comme on en a connu malheureusement plusieurs ces dernières années? L'éternelle question. Je n'ai pas la réponse. On aimerait tous y croire. Ouais, on aimerait. Mais je pense que. Ouais. Mais je pense que là, on n'a plus le choix. C'est pas un élément décisif, je pense, par rapport à la hauteur des problématiques qu'on a. Je veux dire, les problématiques qu'on a, c'est une problématique de dire comment est-ce qu'on décide de faire jouer l'échelle européenne. On a un atout majeur, c'est notre marché. À un moment donné, si l'économie européenne est détruite, pour les GAFAM, c'est la poule aux œufs d'or qui disparaît. Donc, à un moment donné, je pense que ce qui pourra faire rééquilibrer les choses, c'est aussi avoir une réflexion tout simplement pragmatique, consiste à dire jusqu'où ne pas aller trop loin par rapport à l'Europe. Et pour ça, il faut qu'on soit capable d'avoir une certaine solidarité en disant oui, on va prendre le risque dans l'escalade qu'effectivement il y ait des droits de douane qui soient donnés, mais l'escalade elle va peut-être durer 3-4 semaines parce que les revirements ils existent et les tensions vont monter et simplement il ne faut pas aller diviser. Si on est divisé, on n'y arrivera pas. Et on a un atout majeur, c'est un marché de 450 millions de consommateurs, éduqués, avec un bon niveau de vie, en bonne santé, qui représente un marché important. Mais je veux dire 30, 35, 40% pour certains acteurs américains. Donc c'est une vraie valeur. Et donc je pense qu'il faut qu'on la fasse, faut qu'on la valorise beaucoup plus, comme voilà. Et pour ça, j'ai regardé un petit peu les fameux outils, le bazooka européen et les outils anti-coercition. Si on les déclenche, il va falloir accrocher sa ceinture. Ouais, c'est clair. Parce qu'en face, ça va répondre et ça veut dire que peut-être si on commence à taxer massivement les services numériques et donc les big tech américains et que ça répond de l'autre côté et qu'à un moment donné on va nous faire peser la menace de couper Office, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, parce que c'est vrai que tu as raison, enfin, ça paraît surréaliste, on se croirait dans un film de science-fiction. Mais en même temps, on y est. Imaginez, demain, on vous coupe Google. Oui. Non, mais Google, c'est pas grave, mais Office, tous les services de mail et autres, tout ce qui est lié, c'est un vrai sujet pour les entreprises, encore plus que Google. Tu as déjà, je ne sais pas combien de téléphones Android qui ne marchent plus, ou très mal. Oui, parce qu'on ne parle pas de search, on parle de tout Google. Oui, de tout Google. Imagine, tu n'as plus de Gmail, tu n'as plus de Mac, tu n'as plus de tout ce qui touche à l'Office aussi de Google qui est très utilisé. Mais en fait, on te coupe l'accès aux nouvelles technologies, soyons clairs. Il ne faut pas être bisounours là-dessus. C'est s'ils nous coupent les robinets, nous, on retourne à l'an zéro de la technologie pendant un certain temps. Et on n'a malheureusement aucune solution alternative sérieuse. C'est-à-dire que le sujet de souveraineté, il est en train d'évoluer. On était parti sur le début, on ne veut pas se faire piller nos données, c'est un problème de sécurité. Mais là, c'est quasiment existentiel. Mais après, c'est ce qu'il disait, c'est un vrai sujet. On l'avait vu déjà en 2019 avec les Chinois et les États-Unis. À l'époque, il y avait cette espèce de guerre. Ils se regardaient en chien de fusil parce qu'en effet... les Chinois ne pouvaient pas s'attaquer tout de suite aux Américains parce que c'était 80% de leur production, de leur PIB. Oui. Et que même s'ils étaient vraiment sur la pente ascendante en termes de business et ils prenaient une indépendance et ils grossissaient, Huawei, quand il nous disait clairement en Chine, on peut pas encore, on est dépendant financièrement des US. Et de l'autre côté, c'était pareil, on peut pas se couper de la production de ce qui se fait en Chine. Et donc, il y a encore ces jeux de pouvoir. Mais c'est vrai que l'Europe, elle est au milieu de tout ça. Elle est plus devenue que consommatrice et productrice de talent
comment et bon, de luxe, de la culture et de la culture. Oui, on est un marché. Sur le marché, moi je suis un peu entre les deux, sur la technologie, voilà, comment on passe à la prochaine étape, hein. Moi, j'ai juste un petit bémol sur le marché, parce qu'on parle toujours de ce marché européen, 450 millions. Il est là, mais il est virtuel. En réalité, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que quand tu as un Trump d'un côté, il y a un gars qui prend une décision. De l'autre côté, tu as Xi Jinping, il y a une personne qui prend une décision. Nous, quand on doit prendre une décision, on va être vers cette personne. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que théoriquement, c'est génial. Il faudrait qu'il y ait un abandon de sans parler de la barrière linguistique. Bien sûr. Mais tu vois, c'est clair. Et sans parler des investissements, etc. Donc, ouais, mais c'est quand même ça va être tendu. C'est quand même, ce serait formidable si on arrivait à mieux fonctionner. Mais de toute façon, je pense qu'on n'aura pas trop le choix si ça continue comme ça. C'est-à-dire que là, ça sera la seule voie de salut. J'aimerais qu'on enchaîne, s'il vous plaît, avec un autre sujet, alors qui est toujours lié à l'intelligence artificielle. Et on va parler d'Anthropic. Anthropic, évidemment, vous connaissez peut-être. Alors, c'est moins connu, évidemment, et moins brillant, je veux dire, spectaculaire que ChatGPT ou que Google Gemini. Mais malgré tout, Anthropic, c'est Claude, qui est un assistant d'intelligence artificielle qui a déjà fait ses preuves, qui est excellent dans le codage. Je crois que c'est sa particularité. Et Anthropic, il faut savoir qu'il y a quand même, derrière Anthropic, pas mal de géants de la tech qui ont investi. Je crois qu'il y a Google, il y a Amazon, enfin voilà, il y en a beaucoup, Microsoft aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette rumeur qui grossit, c'est que, en fait, Anthropic pourrait lever 25 milliards de dollars. Avec cette levée de fonds, pourrait atteindre une valorisation entre 300 et 400 milliards, ce qui le met à des niveaux en fait inédits. Enfin, ChatGPT, OpenAI n'est pas loin de ces 500-600 milliards, mais effectivement, de ces valorisations. 300 milliards, c'était il y a 10 ans la valorisation de la première capitalisation boursière au monde. Microsoft, il tutoyait les 300 milliards. Oui, Apple aussi. Enfin, c'était ça il y a 10 ans. C'est une valorisation énorme. Et aujourd'hui, ils font 10 milliards d'ARR, donc de revenus récurrents. C'est-à-dire que ça leur fait un multiple de 35. C'est à peu près le même que OpenAI d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant dans l'annonce là, et qui alerte beaucoup, c'est que Sequoia, qui est un énorme fonds d'investissement américain qui a soutenu depuis le début OpenAI et investi massivement, quelque part brise un tabou en investissant dans un concurrent d'OpenAI, alors que la règle pour un venture capital en général, c'est d'être fidèle en fait à ses investissements. Surtout, et pas d'investir avec un concurrent, ça fait partie des choses. Et d'ailleurs, Sam Altman avait déclaré que si un investisseur investissait ailleurs, il le priverait d'informations. Donc on va voir comment ça va. Donc c'est assez agressif comme move de la part de Sequoia. Et ça annonce peut-être une annus horribilis pour OpenAI, parce que ça démarre mal, parce que ça démontre les investissements de Sequoia, de Microsoft, de Nvidia montrent une certaine forme de commoditisation des LLM, en disant, finalement, Claude, c'est bien pour le codage, c'est bien pour ça, Gemini pour ça, OpenAI pour ça, et finalement, ça dévalorise la valeur, excusez-moi, de LLM, mais ça déplace la valeur vers les usages. Et donc, tout un ensemble de choses reste ouverte, y compris d'ailleurs pour l'Europe, mais en l'occurrence là, c'est pas une très bonne nouvelle pour OpenAI. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, en fait hier on en parlait dans Tech & Co, mais il y a un analyste qui dit que si ça continue comme ça, dans 18 mois, OpenAI fait faillite en fait. Il dépense 1 milliard par mois. C'est pour ça qu'ils rentrent la pub, qu'ils sont plus partis sur un modèle qui était aussi open. Ce qu'il y a d'intéressant derrière cet argent qui pourrait rentrer, c'est pas de continuer à innover, c'est plus de sécuriser des choses, c'est-à-dire sécuriser l'achat des GPU parce que les prix augmentent et il va y avoir pénurie. Et donc, il faut quand même avoir le cash pour pouvoir continuer à payer les GPU. Il y a payer la facture énergétique, le prix de l'électricité pas en train de baisser non plus. Et l'accès... Trump veut qu'il paye le surcoût. Voilà, donc il y a ça. Et il y a verrouiller aussi les partenariats cloud parce que, mine de rien, pour être au bon endroit au bon moment, faut aussi avoir des sous et faire des partenariats. Donc, c'est ça qu'il y a d'intéressant. C'est pas que pour innover, c'est vraiment pour consolider cette position stratégique et continuer à gagner du terrain et voilà. Donc ça aussi c'est important. Salim, juste pour revenir sur ce que tu disais, Christophe, c'est vrai que ça change un peu le paradigme qu'on avait jusqu'à présent de l'investisseur qui a sa thèse d'investissement et qui investit pas chez un concurrent. Là, ce qu'on voit avec l'IA, et on le voit déjà depuis un petit moment, je ne sais pas si vous voyez la même chose, c'est que
En fait, les cartes sont assez floues. Il n'y a pas le winner take all comme d'habitude, celui qui arrive en premier gagne. On a cru que c'était OpenAI, puis finalement, il y a Google qui revient en force. Ouais. Puis là, il y a Claude avec Anthropic qui se dit tiens, je suis super positionné sur la partie B2B et en plus, je vais pouvoir offrir des capacités à tous les développeurs, à tous les gens qui créent eux-mêmes leurs services sur la création de sites, d'applications. Donc on ne sait plus tellement, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, on ne sait plus tellement qui va gagner. Donc moi je serais investisseur, je ferais exactement la même chose. Hein. Enfin, je suis investisseur, mais pas au même niveau. Pas tes œufs dans le même panier. Je ne mettrais pas tous mes œufs dans le même panier parce qu'aujourd'hui le panier, on ne sait pas qui va le gagner. Oui, et bon, on verra bien si tout ça, parce que pour l'instant ce sont des rumeurs, on verra si... mais bon. C'est conforté. Ça a l'air assez fondé. Oui, ça a l'air fondé. Il y a une certaine logique, assez crédible en plus. Décrit, mais Sequoia, je pense que ça leur fait mal quand même à OpenAI. Ah oui, bien sûr. Le signal n'est pas bon. Ouais. On va suivre de près l'évolution d'OpenAI pour cette année 2026. Sur OpenAI, on parlait tout à l'heure des world models, et c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas été sur cette voie-là. Mais par contre, il n'y a pas que Yann Lequin, il y a aussi Fei Li, qui est une chercheuse de Stanford à la base, qui avait créé déjà sa boîte il y a 1 an. Avant Yann Lequin, justement, sur ces world models, parce qu'elle voulait aller sur quelque chose d'un peu nouveau. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Il y en a un qui est normalement du cash tout de suite et un du cash plus tard. On verra qui est-ce qui... Il faudra qu'un jour on revienne pour expliquer ce qu'est les world models. Alors on n'a pas le temps là, mais c'est encore complexe. autre chose. C'est pas si complexe en réalité. Non. Presque 20 heures. On s'arrête là. Petite pause. On revient dans un instant. Tech & Co, la quotidienne avec Fanny Bouton, Salim Nassur et Christophe Holnet. On débriefe l'actu tech. On va s'intéresser à un gros morceau dans un instant. Le géant du divertissement qui essaie de racheter, avec beaucoup de difficultés quand même, en tous les cas, de bâtons dans les roues, le géant du contenu audiovisuel Warner, parce que derrière il y a HBO, enfin voilà, tout ce contenu que la plupart des gens adorent. Ça se complexifie, puis on s'intéressera un petit peu au-dessous des productions de Netflix et ce que demande Netflix en fait aux producteurs pour que les séries soient efficacement regardables. On en parle dans un instant, c'est assez intéressant. Tech & Co, la quotidienne, on revient dans un instant, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Un grand merci de nous avoir choisis en ce mardi 20 janvier 2026. Tech & Co jusqu'à 21h et pendant encore une demi-heure, on va débriefer l'actu tech. Tenez, sachez qu'à partir de 21h, 21h10 environ, je recevrai la nouvelle directrice générale de BYD, ce constructeur chinois que rien n'arrête. Quelle est la stratégie de BYD en France et en Europe? On en parlera tout à l'heure, ce sera aux alentours de 20h30, parce que j'ai dit 20h10, mais le temps que ça monte dans mon petit cerveau, ce sera 20h30. Merci Léa, ça sert l'oreillette quand même de temps en temps. Toujours sur le plateau de Tech & Co, Fanny Bouton qui est là, qui représente le quantique chez OVH Cloud, Salim Nassur, fondateur de Mars, et Christophe Holdet, senior advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. Messieurs, dames, un petit mot sur Netflix, parce que c'est vrai que l'actualité est un peu lourde en ce moment. Bon, cela dit, c'est pas la joie aussi chez Netflix, parce que quand on voit que les indicateurs sont plutôt au vert pour Netflix, leur modèle économique mi-pub, mi-abonnement cartonne, ça marche partout dans le monde, et il se dit, tiens, comme on commence à avoir véritablement du succès et du cash, on va racheter Warner, qui est à vendre depuis Berle-Lurette. Et bien là, voilà que on lui met des bâtons dans les roues. Le groupe Paramount essaie justement de faire une OPA hostile, un rachat hostile, sans véritablement y arriver, parce qu'on voit que Netflix avait véritablement verrouillé ce début de transaction avec Warner. Et là, la petite information qui est tombée, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est que Netflix surenchérait en disant là maintenant on vous paye en cash, alors qu'avant c'était un mélange de cash et d'action. Voilà, donc on sent quand même qu'il y a une certaine pression là-dessus. Je voulais avoir votre avis en fait sur parce que là on n'a pas parlé des sommes, c'est 85 milliards, c'est beaucoup d'argent. L'industrie du divertissement attend ce type de choses. C'est une bonne chose à votre avis, cet éventuel rachat de Warner par Netflix ou pas? Il commence là-dessus. Tiens, allez, vas-y, Salim. Ok. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Non, je pense pas. Toute industrie qui est en monopole n'est pas une bonne chose. S'ils font ça, ils sont quasiment en situation de monopole. Il y aura juste pas tout à fait. Il reste Disney. Ok. Quelle est la part de marché de Disney?
Oui, non mais... Voilà. Donc, non, mais voilà. Donc, ça fait non, mais tu sais, alors, excuse-moi, il y a juste un truc intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'un des principaux concurrents de Netflix, c'est YouTube. Oui. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que YouTube, auparavant, ne rentrait pas dans la catégorie des potentiels concurrents de Netflix, et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, tu vois... Alors, pas un concurrent direct, si tu veux, dans le sens où tu n'as pas d'offre d'abonnement en streaming comme ça. YouTube Premium, c'est pas du tout au même niveau que Netflix. Et pourtant, je sais, j'ai un compte YouTube Premium. Non, pour moi, tu es presque en quasi-monopole. Aujourd'hui, quand tu regardes ne serait-ce qu'un Netflix et un Amazon Prime Video, c'est pas le même niveau. S'ils se mettent à racheter un HBO, qui est quand même du contenu super premium, qu'est-ce qui reste en face ? Tous les acteurs déjà, tous les réalisateurs allaient déjà sur Netflix. Donc là, il y avait cette partie Warner où il y avait encore des films de cinéma. Et là, maintenant, tout le monde va aller sur Netflix. Donc ça veut dire qu'ils peuvent dicter. Et je crois que tu avais cette anecdote. Oui, on va en parler après parce qu'elle est. Mais effectivement, qui est rigolote. Donc ils peuvent dicter à la fois la façon dont on doit faire les films. Ils peuvent avoir la distribution, donc dire quand on regarde les films. Et pour le coup, quand tu deviens dans un monopole, bah, tu peux fixer les tarifs. Oui, c'est donc ça. Là, la guerre des tarifs, il n'y en aura plus. Et quand il n'y a plus de guerre des tarifs, c'est-à-dire que les tarifs vont augmenter. Donc, je crois, préparez-vous à ce qu'il y ait une petite augmentation sur vos abonnements. C'est la question de l'utilisateur. J'avais 2 abonnements, un Warner, un Netflix. Je ne vais plus en payer qu'un. Mais pas forcément, parce qu'après, alors déjà qu'ils augmentent quand même régulièrement, hein, quand on voit les prix de démarrage, c'est quoi 7 € en France, 8 € démarrage pour tout. Pub, je crois que c'est et là, pour le 4K, c'est quoi ? C'est 25 € par mois maintenant. Non, mais c'est la stratégie de tout acteur américain, enfin tout gros acteur, c'est que tu commences par un prix bas, tu inondes le marché, donc là ils auront une capacité d'inonder le marché encore plus rapidement et de façon monopolistique. Donc après, c'est toi qui fais les prix. Hein. Bah, pas de bras, pas de chocolat, tu prends pas. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. Christophe, parce qu'en plus, évidemment, la politique s'en mêle. Hein, en fait, effectivement, donc Donald Trump avait commencé, pour une fois, à s'émouvoir de la possibilité d'une situation dominante, sur ce cas-là en tout cas, parce que visiblement, pour l'instant, ça n'avait pas... C'était pas que pour ça, c'est aussi parce qu'il y avait des cas de... Voilà, c'est la politique woke et autres. Et puis il y a son fils qui est très proche de Paramount. Sur Warner a en fait... 2 entités. En fait, c'est le gendre de Donald Trump, c'est Jared Kushner. Qui voulait s'allier avec le fils de Larry Ellison, d'ailleurs, pour faire cette contre-offre qui était valorisée plus élevée, mais aussi avec une part en action. Et donc Netflix a décidé de surenchérir d'une certaine façon en disant les 83 milliards, c'est pas une partie en action, une partie en cash, c'est tout en cash, ce qui permet d'accélérer la prise de décision et du board de Warner et d'aller plus vite. Et l'autre élément qui intéresse évidemment beaucoup l'administration américaine, et Trump en particulier, ce sont les chaînes du câble, donc CNN et toutes les chaînes que possède Warner, qui ne font pas partie du deal Netflix. Non, parce qu'en fait, Netflix rachète que la production cinématographique et série. Donc le reste, pas les chaînes de flux. Donc le reste va vivre sa vie. Ce qui l'intéressait dans l'autre offre, c'est qu'il rachetait tout avec des milliardaires qui sont prêts éventuellement à surpayer pour pouvoir lui garantir une influence sur la ligne éditoriale de CNN. Et là, quelle vengeance potentielle il pourrait y avoir de sa part. C'est un élément très important dans le décor. Déteste CNN, hein, c'est clair. Alors, au-delà de ça, on verra si cette acquisition de Warner par Netflix se fera. Une petite actualité qui est liée à tout ça, c'est Matt Damon, comédien, producteur excellent, qui produit des films et des séries pour beaucoup de diffuseurs, et notamment pour Netflix. Il expliquait un petit peu comment ça se passait, en fait, un peu en coulisses. Et c'est assez intéressant parce que en fait, Netflix ne fait pas que donner de l'argent pour certaines productions, en tous les cas. Hein. Je ne dis pas pour toutes, mais pour celles-ci, Netflix donne une espèce de cahier des charges en disant écoutez, aujourd'hui, on s'est rendu compte que les spectateurs de Netflix, la plupart du temps, regardent la télé et ont un smartphone en main. Donc en fait, comme ils sont perturbés par ce qu'ils regardent, TikTok, Instagram, etc., est-ce que vous pourriez rappeler quand même les clés du scénario plusieurs fois dans les dialogues du film, à des moments précis, pour que les gens puissent toujours savoir de quoi vous parlez, parce que s'ils comprennent plus, ils arrêtent de regarder le film, et c'est pas bon pour nous, parce que évidemment, quand on s'arrête de regarder un film en plein milieu pour Netflix, c'est pas bon pour la pub et tous ces trucs-là. Et il y a un autre truc que Matt Damon disait, c'était que, alors typiquement là, il a fait un film qui vient d'arriver sur Netflix d'ailleurs, qui est un film d'action, et Netflix disait, écoutez, ça serait bien que dans les 5 premières minutes du film, vous ayez une grosse explosion, voilà, pour que ça réveille un peu les gens qui sont sur leur téléphone comme ça. Il en faudrait une deuxième
à la moitié du film, et puis alors le bouquet final, un peu comme au feu d'artifice, quoi, finalement. Hein. Et à la fin, vous mettez vraiment là les moyens, il faut un gros truc et tout, pour tenir les gens en haleine jusqu'à la fin. Alors, Madamon dit ça, mais d'un côté, il dit, OK, là, on est sur un film d'action, mais par exemple, il y a plein de succès sur Netflix qui en fait, ne cochent pas ces cases-là. Vous prenez par exemple Adolescence, qui est une série très puissante, très forte, avec de longs plans séquences, des travelling hyper longs. Enfin voilà, il n'y a aucun code de Netflix. Et bien pourtant, cette série a rencontré un succès phénoménal. Donc, mais c'est intéressant de voir que pour des films d'action, qu'on regarde un peu en bouffant du popcorn et en regardant son téléphone, il y a quand même un cahier des charges. Les séries aussi, en fait, depuis longtemps, et alors c'est le contenu reste roi, mais l'algorithme est devenu le Premier ministre. Depuis le début, ils ont toujours analysé comment regarder les gens, les séries et les films, et très vite, ils ont commencé à voir comment faire. Pour les séries, ça ne va pas forcément être dans un épisode, mais ça va être les épisodes phares, c'est-à-dire qu'on fait l'épisode 1 où on met beaucoup d'attention, l'épisode 4, l'épisode 8, et au milieu, on fait un peu plus du fluff, des trucs un peu plus lents pour meubler. Mais ils savent exactement à quel épisode il faut réaccrocher pour pas que les gens partent et quittent une série. Et pareil, dans les ouvertures, dans les fermetures, dans les cliffhangers, à quel moment on le met pour ramener à l'épisode suivant et te faire, tu sais, binge-watcher pendant un week-end complet, rester dans ton canapé avec tes pop-corn et regarder la série en entier. Tu fais pas ça, toi, quand même. Moi, jamais, je ne l'ai pas du tout fait ce dimanche. en regardant, évidemment, ce que je devais raconter chez BFM Business. Ça. Non, mais voilà, ils sont très, très forts là-dessus. Ils ont toujours voulu analyser et en effet, ils répliquent. Et c'est un peu ce qui leur est reproché aussi, c'est que du coup, c'est des recettes qui commencent à être un petit peu connues. Donc le cerveau s'habitue et il faut surprendre. Et c'est là où une série comme Adolescence, elle arrive et paf, elle te redonne du peps. Et elle redonne de l'envie. Mais il y a quand même ce besoin de retrouver aussi des trucs qu'on a l'habitude de voir. Et facile. Et après, capter l'attention. Facile à digérer, on va dire. Voilà. J'aime bien ton analogie. Enfin, la description de le contenu est roi et tu disais l'algorithme est le Premier ministre. Et comme on est en France, c'est le Premier ministre qui gagne parce que le roi s'est fait couper la tête. Mais quelque part, c'est ça, parce qu'en fait, le contenu, on s'en moque aujourd'hui, en fait. Enfin, on s'en moque. Netflix s'en moque un peu. Ce qui compte, c'est effectivement que les gens restent plus. Mais là où tu as l'air étonné, c'est rigolo, l'anecdote de Matt Damon, mais c'est juste une évolution logique des choses. C'est-à-dire qu'avant, tu mettais des gens dans une salle et ils réagissaient et tu faisais des espèces de focus group pour voir à quel moment il fallait que tu changes l'histoire. Puis après, tu as eu l'époque Pixar où tu avais un arc narratif qui était tout le temps le même. Si vous reprenez les Pixar, c'est toujours le même arc narratif. Pareil, tu vois. Et moi, j'avais eu la chance, il y a 3-4 ans déjà, d'être invité au Festival de Cannes où il y avait un jury, en fait, où on notait des startups qui proposaient des solutions IA, justement, et déjà, même avant ChatGPT, dans l'industrie du cinéma. Et déjà, on voyait, en fait, qu'il y avait la capacité, et c'est assez marrant d'ailleurs, déjà à l'époque, tu prenais quelques artistes, donc des acteurs, qui étaient tête d'affiche, tu mettais un synopsis de scénario et ils pouvaient te prédire quel est le nombre d'entrées, le chiffre d'affaires et comment il fallait que tu modifies ton scénario pour augmenter ce nombre d'entrées. Donc l'algorithme a toujours été, est de plus en plus présent, ça c'est clair. Tu sais, sur la musique, tu disais l'IA est capable de te refaire un album comme les Beatles, que tu as envie d'écouter, etc., que c'était surprenant. C'est ça, c'est qu'en fait, tout se mathématise et on sait comment capter l'attention, ce qui est agréable, ce qui est désagréable, à qui ça va plaire aussi, parce que tu as des biais culturels qui vont faire que ça ne va pas du tout plaire à des gens et à d'autres. Et d'ailleurs, je pense que les séries sont mieux adaptées dans certaines régions que d'autres. Et voilà. Et après, c'est comment capter l'attention des jeunes. C'est vrai que des générations comme nous, on avait l'habitude de s'ennuyer, d'attendre, de regarder. On aime bien des choses des fois un peu plus lentes qui se posent. Les séries Apple sont beaucoup plus comme ça. Pluribus, là, qui vient de sortir à une certaine lenteur. Incroyable que je viens de terminer, qui est super. Et à côté de ça, tu as cette jeune génération, justement, c'est... Ça, et du coup, faut arriver à les garder l'attention et qu'ils aient l'histoire à la fin de la tête. Tu sais ce qu'on a regardé ? Moi, c'est Alzheimer, eux, c'est l'attention. Cette anecdote de dire, nos spectateurs aujourd'hui, ils ont 2 écrans, ils ont le téléphone, ils ont la télé. Il faut que vous leur répétiez quand même un petit peu d'histoire. Ça, c'est intéressant, le fait d'avoir des séquences qui permettent de rappeler les gens un phénomène. Alors, je vais pas jeter à qui c'est pas arrivé d'être perturbé sur le téléphone et de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais on est d'accord qu'on apprécie
n'apprécie pas de la même manière un contenu. Bien sûr, on le fait tous. Alors moi, en plus, mon cerveau ne peut pas faire deux trucs en même temps. Aujourd'hui, dans une famille, j'y arrive pas. Donc, dans une famille, tu as plus tout le monde sur le canapé en train de regarder le même écran. Si c'est le cas, chacun a en plus son écran personnel. Chez moi, on regarde tous le même écran et on n'est pas sur des écrans. Je suis désolé. Mais je voulais dire sur la musique, c'est assez marrant parce que je renvoie à ce que disait un grand musicien contemporain. Depuis longtemps, il disait la musique, c'est des mathématiques en fait. Et quand tu comprends ça, tu sais en fait tu peux faire comment faire des hits en fait. Et ce grand musicien, c'est David Guetta d'ailleurs. Ben oui, non mais c'est une machine à tubes ce gars-là. C'est une machine. Et il a dit il y a très longtemps, il dit la musique, c'est des mathématiques. Voilà. Et alors, il y a cette petite anecdote qui est un peu une légende maintenant, c'est que la première série à succès de Netflix, rappelez-vous, c'était House of Cards. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette petite anecdote, qu'elle avait été conçue par en fait des algorithmes qui avaient scrollé sur Internet ce que les gens demandaient le plus souvent sur Google en termes de scénario. Et donc, ils avaient mis un petit peu de vengeance, un petit peu d'amour, tout ce qui a fait de trahison. House of Cards. Et en fait, le scénariste avait comme une espèce de cahier des charges de cliffhanger, de trucs et tout. Alors, c'était le début. C'était House of Cards, ça a 15 ans au moins. Mais déjà, parce qu'il ne faut pas oublier que Netflix est une boîte de tech. Hein. Bien sûr. Après, maintenant, il brille à Hollywood, mais au départ, c'était une boîte d'algo qui faisait passer du streaming avec très très peu de débit, etc. Même au départ, c'était une boîte de vendeurs de DVD. Et une boîte de vendeurs de DVD au départ. Le next step, c'est tu auras de la personnalisation on regardera la même série, mais pas avec la même fin. Ils l'ont déjà testé d'ailleurs. C'est pour ça que j'en parle. Il y des avait choses eu qui vont plusieurs arriver séries comme ça. En fonction de tes affinités, pas le même déroulement dans la série ou dans le film que tu regardes. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il y a eu un épisode de Black Mirror là-dessus où ils pouvaient personnaliser grâce à un ordinateur quantique le scénario. Tu sais quoi, tu vas être sans doute la prochaine héroïne d'une série Netflix. Moi, je te vois pas dans mes conférences. Dans mes conférences, je fais toujours parfois des tests comme ça sur les gens qui connaissent les séries. T'as imbattable. Pas surtout, mais quand même, j'aime bien. Non, mais c'est vrai, on aime beaucoup tout ça. Autre actu, alors, on reste dans la télévision. Et surtout, l'information qu'on va évoquer maintenant montre à quel point tout va très vite et comment les rois d'hier deviennent un peu les outsiders d'aujourd'hui. Prenons le cas de Sony, par exemple. Sony, boîte incroyable. Enfin, pour les plus vieux d'entre nous, Sony, c'était le Walkman, c'était le mini-disque, le Vaio, l'ordinateur. Les Aibo. Le Vaio. Non, mais les robots chiens. Le robot chien, le lecteur de CD, enfin, je veux dire. Vous en rêvez, Sony l'a fait. Et les téléviseurs, qui étaient à l'époque cathodiques, le Trinitron, etc., etc. Voilà, on passe pour des anciens. Non, mais c'est vrai. Le Trinitron, là, on s'en prend une. Je suis pas en pleine figure. Là, vous parlez tout à l'heure de Vous êtes des anciens avec les moyens, parce que le Trinitron, il fallait pouvoir se le payer en plus. C'est vrai. Moi, je pouvais pas. Non. Mais Sony, regardait avec admiration. Ce que je veux dire par là, c'est que Sony était un géant d'électronique incontournable. Aujourd'hui, Sony, excusez-moi, et ça me fait mal de le dire, part en déconfiture totale. Ils ont arrêté les smartphones. Ils sont en passe d'arrêter les smartphones. On n'entend plus parler. Les smartphones Sony, il n'y en a quasi plus. Ça fait longtemps, oui. Les ordinateurs, les Vaio, ça n'existe plus. Non, et ils avaient des ordinateurs incroyables. Avant les MacBook Air, c'était eux qui avaient les plus petits. On est d'accord. Le Z1, c'était des RX, bijoux. le TRX, des bijoux, c'était incroyable. Voilà, bon, il y a plein de secteurs entiers d'électronique que Sony, petit à petit, déserte. Et le dernier en date, c'est les télévisions. Et c'est quand même incroyable. Sony va arrêter de fabriquer des télévisions. Alors la marque Sony va continuer parce qu'elle est encore bankable. Et ils font comme ont fait beaucoup d'autres japonais, les JVC, les Toshiba, tous ces gens-là, en fait, confient leur marque à des, on va dire, industriels chinois. Et en l'occurrence, c'est TCL, qui est un géant de la télé. Et alors, encore une fois, on n'est pas là pour critiquer TCL, qui fait d'excellentes télévisions et qui a une dynamique technologique qui est incroyable. Mais cette info est dingue. Sony arrête les télés et dit à TCL, OK, on te file la licence, c'est toi maintenant qui vas fabriquer nos télés. C'est dingue quand même. C'est une histoire qui se répète souvent dans l'électronique grand public, c'est qu'en fait... Ouais, mais Sony, Sony. Mais la façon, c'est la marque n'a pas gardé la connexion émotionnelle au client. L'aura. Elle ne brille plus au point de pouvoir compenser par le prix
le déficit de productivité de Sony. Donc finalement, c'est toujours la même histoire. Il y a des produits à très grand volume et faible marge. Et puis il y a des produits qui peuvent continuer à exister en mode premium avec une marque forte et les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour la marque, quitte à ce que les volumes soient plus faibles, ou voire, pour Apple, eux, ils font du haut volume et des hautes marges. Bon, ça, c'est formidable, c'est le cas. Mais je dirais que Sony pouvait avoir un avenir avec des télévisions, parce que Apple n'est pas dessus, et être un peu l'Apple de la télévision avec des choses et haut de gamme, différenciatrices, de l'attachement émotionnel du client, etc. Et tout ça a complètement disparu. Donc aujourd'hui, c'est juste une marque un tout petit peu plus connue, mais qui ne peut pas du tout justifier une différence de prix. Il ne peut absolument pas combattre TCL. Donc ils rendent les armes et ils les laissent faire. Et ça, malheureusement, on l'a connu avec les autres marques japonaises. Et Sony, il lui arrive exactement la même chose. Moi, je voudrais prendre un peu de hauteur par rapport à ce... Parce que c'est un petit phénomène, même si on aime tous Sony. Non, etc. mais je dirais que c'est presque symbolique. Non, mais c'est symbolique. C'est ça. C'est un si on regarde un peu plus au niveau macro, et c'est ça qui va vraiment m'intéresser, c'est que tu te dis, aujourd'hui, quand on regarde l'histoire de la technologie, le Japon a toujours été très, très présent. Aujourd'hui, l'accélération, elle est plus grande que jamais dans toute la techno. On en parle tous les soirs, l'IA, machin, etc. Ouais. On n'entend jamais parler du Japon. Jamais. On n'entend pas parler du Japon, ni sur les puces, ni sur les modèles, sur rien. On les entend plus parler sur les voitures, où ils étaient aussi très bons. Donc il y a un déclin. Ils ont Toyota quand même. Ouais, ok, c'est tout. Honda. Ouais, mais t'as des BYD qui arrivent. C'est en train de décliner par rapport justement à des BYD, par rapport à des Xpeng, etc. Ils ne sont pas sur la robotique, alors qu'avant, ils étaient aussi très forts sur la robotique. Donc en gros, tu vois le déclin quelque part d'un pays, et c'est ça qui est assez intéressant. Et quand tu regardes et que tu redescends un petit peu plus, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la structure, je dirais, dirigeante de ces entreprises. Qu'en fait, c'est une structure qui est très vieillissante. Alors je ne dis pas que les plus anciens sont forcément pas à la page, comme on dirait, mais quand tu regardes toutes ces sociétés, les dirigeants sont relativement des anciens dirigeants et n'ont pas su renouveler et redonner du sang neuf à cette industrie, à cette industrie de la tech qui était très en avance, et même automobile. Donc aujourd'hui, ils sont en train de payer le prix, une espèce je dirais, d'organisation d'entreprise qui n'a pas su évoluer avec le temps. Alors, j'ai une nuance parce que Sony a commencé à décliner. En fait, c'est quand ils ont pris un CEO américain pour améliorer le rendement, et c'est lui qui a killé le fameux vous en avez rêvé, Sony l'a fait, et qui a dit on va dégager les branches robotiques, on va dégager tout un tas de trucs, et on garde la télé, le téléphone et la PlayStation. Et en fait, il voulait aussi réunir à la fois les contenus, parce que Sony, c'est aussi Sony Pictures. Hein, exactement. Voilà. Et puis des jeux aussi. Et le hardware. Voilà, il y a eu Blu-ray et on a vu ce déclin arriver à ce moment-là. Et donc, c'est pas forcément la façon de penser japonaise, ça a été le recrutement d'un PDG américain à la tête de la boîte. Si tu te mets que sur Sony, oui. Après, moi, c'est pour ça que je prenais la macro. Après, le Japon, les entreprises aujourd'hui, quand tu regardes la structure des boîtes. Ils ont un autre souci, c'est qu'en plus, ils ont une jeune génération qui est beaucoup plus faible, il y a moins de jeunes que de vieux. Et il y a aussi l'ancienne génération qui a vraiment fait la reconstruction du pays, qui s'est beaucoup engagée, et une jeune génération qui ne veut pas du tout vivre, un peu comme notre Gen Z en France, ce qu'ont fait les aînés. Ils ne veulent pas être sacrifiés sur l'autel du travail, pas du tout de la même façon. Et donc, ça génère des crises. Et après, ce sont des grandes entreprises familiales, gérées par des grands patrons, avec toujours un effet pyramidal extrêmement C'est beaucoup de conglomérats aussi. Il y a peu de place à l'innovation disruptive, à la petite boîte qui va venir. Il y a un énorme respect pour les géants. Ils sont souvent un peu dans leur confort, les grands conglomérats japonais, que ce soit Mitsubishi, Toshiba. La Chine a Panasonic. Et donc ils ont dû, ils sont restés un peu dans le confort. C'est comme l'Europe en fait, si tu veux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette niaque d'aller. Non, mais je trouve que c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes. Exactement. Si tu regardes qu'aujourd'hui, en fait, pourquoi le Japon est quand même un pays relativement petit quand même, a réussi à être aussi innovant, c'est aussi qu'il y avait cette envie après la Seconde Guerre mondiale de montrer, ok. On s'est pris quand même des bombes. Ça a été un choix de reconstruction où tout le monde s'est sacrifié pour y aller à fond. Exactement. Là, aujourd'hui, ils sont rentrés dans une espèce de conservatisme, conformisme, pour ne pas dire tranquille, comme en Europe.
et on a tendance à se faire passer. Mais qui est culturel aussi, c'est le japonais aime bien refaire et refaire les gestes jusqu'à ce que ce soit parfait. Donc ils sont restés sur des technologies qu'ils ont créées et aller jusqu'au bout. Et derrière, tu as la Corée qui était quand même un petit peu en fight avec eux depuis longtemps, Bien sûr. qui est passé devant. Et d'ailleurs, si on regarde le marché de la télé, c'est pas forcément les Chinois qui dominent, c'est Samsung et LG, donc des Coréens, En marque. en haut de gamme. Non, mais on est d'accord en haut de gamme, bien sûr. on est d'accord que c'est les Coréens qui ont tué la marque Télé Sony, en quelque sorte. Mais c'est aujourd'hui un Chinois qui rachète, qui va, visiblement, parce que ça va se décider en mars, mais c'est bien parti. Oui, il prendrait 51% du capital. Voilà, c'est ça, pour créer une société, en fait, qui fabriquerait des télés, mais Sony serait plus, en fait, le véritable décisionnaire. Mais bon, c'est quand même une page qui se tourne, et je trouvais ça intéressant. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, celui qui souffre, ce sont les Coréens, les Samsung et LG face à la Chine qui monte en puissance. Et en fait, c'est l'histoire qui se répète. Finalement, il y a eu 20 ans d'écart entre les deux. Et après une Corée du Sud très agressive envers le Japon, maintenant c'est la Chine qui agresse la Corée du Sud. C'est assez intéressant. Puisqu'on est dans des arrêts comme ça, alors il est un petit peu plus anecdotique, mais je pense qu'il faut aussi en parler, c'est Asus. Asus, constructeur de PC taïwanais que vous connaissez, peut-être avez-vous un PC Asus à la maison. Eh bien, Asus faisait des téléphones. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais ils en faisaient. Eh bien, ils ont décidé d'arrêter d'en faire aussi. Et je voulais qu'on parle de ça parce que, évidemment, c'est intimement lié à la précédente news. On se rend compte que aujourd'hui, sortir des smartphones, c'est compliqué. Il y a une telle concurrence aujourd'hui avec un Apple, un Samsung, les Chinois, que voilà, on a beau s'appeler Asus, on peut être un fleuron de technologie, on décide de se séparer de ce marché qui n'est plus clé, qui n'est plus stratégique finalement. C'est pas la première fois d'ailleurs. Hein. Le Zenfone, il l'avait déjà abandonné, je ne sais plus, en 2018-2019. Bon, ils y étaient revenus. Mais là, clairement, ils se rendent compte que c'est plus le hardware, le smartphone, l'objet en lui-même qui va jouer, mais l'IA. Et donc, ils sont en train de faire un pari de re-rentrer dans la course. Pour le coup, là, ils essayent un nouveau marché. Est-ce qu'ils arrivent trop tard ? Est-ce qu'ils vont réussir sur l'IA, sur les PC, pas un téléphone IA, ils ne sont pas en train de développer. Plutôt sur l'IA embarquée dans le produit. A priori, ils vont se concentrer là-dessus. Un peu comme Lenovo d'ailleurs. Puisque Lenovo, sur leur gamme de PC, tu veux oui, bien sûr. Et peut-être sortir de nouveaux produits. Oui. En se disant finalement, j'arrête de continuer à finalement m'épuiser à vendre des téléphones à faible marge et qui se ressemblent tous en plus. Qui me coûtent cher, etc. Et donc, voir ils perdent de l'argent beaucoup, parce que c'est exactement le même sujet que ce qu'on a dit précédemment, la puissance de la marque. Alors là, elle est encore moins forte pour faire un différentiel de prix qui puisse justifier par rapport à leur coût de production versus les coûts de production chinois. C'est exactement la même chose. Peut-être ils se disent, on met le paquet sur l'IA sur les PC, peut-être aussi en faisant le pari qu'il y aura de nouveaux appareils et qui pourront émerger avec l'IA et sur lesquels ils pourront se positionner. Vous savez que j'étais au CES de Las Vegas et j'ai vu, il y avait une grosse conférence Lenovo qui était dans la sphère, vous savez, cette salle d'événements incroyable qui ressemble à une sphère, justement. Et Lenovo misait sur l'IA, justement. C'est un concurrent d'Asus et il s'apprête à sortir des espèces de petits pendentifs, un peu comme tous ces produits qu'on a connus l'année dernière qui n'ont pas marché, mais qui devraient gagner en maturité. Peut-être qu'Asus misera sur l'IA avec des devices autres que les smartphones finalement. Salim. Alors je peux peut-être apporter un autre éclairage. Alors, disclaimer, j'ai pas d'insider chez Asus, mais j'ai entendu dire que c'est pas que la seule raison en fait. C'est pas juste parce qu'ils refocusent sur l'IA, c'est qu'en fait quand tu regardes dans un téléphone, il y a un certain nombre de composants et ces composants ils deviennent trop chers pour eux. Donc en fait en un an, il y a des composants qui ont été multipliés par 3. Et donc, ils n'ont plus, justement, comme ils n'ont pas des coûts premium, enfin des ventes premium comme Apple, ça ne rentre plus dans l'équation. Oui, donc là, c'est plutôt une raison économique, avec l'explosion du prix de la RAM. Exactement. Voilà, en fait, c'est peut-être ça qui a... de plein de composants. Et quelqu'un qui est financé avec des milliards, il est prêt à payer ce prix-là. Donc, en fait, tu as les industriels qui ont réorienté leur ligne de production vers de l'IA et non plus vers les smartphones. Et donc, ils se retrouvent à payer leur prix 3 fois plus cher, donc ça ne rentre plus dans l'équation. Et c'est une boîte qui se réinvente, parce qu'il y a 30 ans, ils faisaient juste des cartes mères, si je me souviens bien, parce que moi, quand j'allais rue Montgalet, t'avais Asus et Habit, tu vois. J'avais Asus et Habit et on allait chez Charlie 12 acheter pour monter ton PC. Exactement. Et donc, c'était ça. Et je pense qu'ils ont évolué aux fonctions du marché. Donc,
Ils se réinventent pour le coup. y a les chez Surcouf aussi. Ils savent. Il y a eu Surcouf, Montgallet à bien Paris. évidemment. Hein, Fanny, la rue Montgallet à Paris. Ouais, exactement. Il n'y a que de souvenirs, en tout cas pour tous ceux qui sont fans d'informatique. On a acheté des barrettes de RAM là-bas. Et des cartes graphiques. Et elles ne valaient pas le prix de maintenant. Et des cartes graphiques Nvidia, et à l'époque, Jensen Huang était beaucoup moins riche quand même. À l'époque, tu avais déjà des Nvidia, mais c'était pour faire du jeu. Il a été patient, n'empêche, parce que... Il a eu de la chance aussi. Bon, ben voilà, des marques qui pivotent du côté Asus, on le disait, puis Sony. Alors j'ai oublié de dire quand même une chose importante concernant Sony. Sony n'est pas aux abois. Rappelons qu'ils ont quand même tout l'écosystème jeux vidéo avec la PlayStation 5 qui se porte à merveille. Et puis toute la partie audio aussi, les casques, les enceintes, etc. etc. Donc voilà, Sony n'est pas mort, loin de là, mais ça bouge en tout cas. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Fanny. Fanny Bouton, donc directrice du Quantique chez OVH Cloud. À très bientôt, Fanny. Merci à Salim Nassur, fondateur de Mars, et Christophe Holnet, senior advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. Merci. Merci. Et vous restez avec nous. Encore une demi-heure de Tech & Co. Vous êtes prêts? Alors, dans un instant, je recevrai la nouvelle directrice générale de BYD France. Dorothée Bonassi sera avec nous. Quelle est la stratégie européenne et française de BYD? On va s'y intéresser dans un instant. Et puis, on découvrira un rover lunaire qui, pourra peut-être faire partie des prochaines missions sur la Lune. On en parlera avec un porte-parole de cette société qui s'appelle Venturi Space et le rover s'appelle Mona Luna. C'est mignon comme nom. Mignon. Hein, on découvrira ça tout à l'heure. Voilà la dernière partie de ce Tech & Co. Et puis dans un instant, c'est Léa Benhamine qui nous rejoint pour le Tech Flash, bien sûr. À tout de suite et belle soirée avec nous. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h32 sur BFM Business, Tech & Co, la quotidienne, et comme chaque soir, on plonge dans l'actu tech du jour, un condensé de ce qu'il fallait retenir dans l'actu tech, c'est le Tech Flash. Et c'est avec Léa Benhamine. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, Paris s'apprête à accueillir un centre de recherche en IA. Une annonce faite en catimini par Emmanuel Macron à Davos. Il sera inauguré en juin à l'occasion de Vivatech et sera le premier centre de ce type en Europe. Un lieu qui vise à rassembler entreprises et chercheurs de toute nationalité avec une mission commune, promouvoir l'IA à la française. Toujours en France, Capgemini envisage de supprimer 2400 postes, soit 7% de ses effectifs. Il s'agit d'un plan de départ volontaire où certains salariés seront reclassés en interne par, je cite, des métiers d'avenir. Le leader du conseil informatique justifie ces licenciements par le besoin de se transformer du fait de l'IA et du contexte économique morose. Et dans l'actualité de la tech, on en parlait il y a quelques minutes, Léa, l'actualité des télés, TCL signe avec Sony. Et oui, un accord en vue de la création d'une co-entreprise. TCL reprendrait l'ensemble des activités téléviseurs et audio domestiques de Sony, de la conception à la distribution. Un accord définitif est prévu d'ici fin mars, sous réserve des validations réglementaires. Si le calendrier est respecté, la nouvelle société pourrait entrer en activité à partir d'avril 2027. Du côté des smartphones, Realme s'apprête à lancer le P4 Power, un modèle équipé d'une batterie aux capacités gigantesques de 10 000 mAh. Concrètement, il pourrait tenir jusqu'à une semaine sans recharge, le tout pour 8 mm et demi d'épaisseur et 218 grammes. Le smartphone sortira la semaine prochaine, mais pour le moment seulement en Inde. Et enfin, vous connaissez la Sphère de Las Vegas, cette immense salle de concert immersive recouverte d'écrans. Elle pourrait bientôt avoir une petite sœur dans le Maryland, à 15 minutes de Washington DC. Un projet plus modeste avec 6 000 places contre plus de 17 000 à Las Vegas actuellement. Le dossier a été déposé hier et en attente d'une validation officielle. Et pour finir, si vous avez manqué ce week-end la diffusion de De quoi je me mêle, l'émission est disponible en replay et en podcast sur toutes les plateformes. Et cette semaine au programme, Apple qui a signé avec Google pour utiliser son IA pour booster Siri. On écoute un extrait. C'est un aveu d'échec de la part d'Apple, mais il faut rappeler un petit peu
les épisodes précédents, c'est-à-dire que Siri, la nouvelle version boostée à l'IA, avait été présentée à l'occasion de la WWDC, mais c'était 2024. 2024, ouais. 2024, on vous avait promis Monts et Merveilles, ça allait être incroyable, on allait avoir une nouvelle version de l'assistant vocal, mais hyper personnalisée grâce à l'IA, ça allait être beaucoup, beaucoup mieux que ce que c'est aujourd'hui, sauf que depuis, on n'a encore rien vu. Si j'étais méchant, on est quasiment dans le domaine du vaporware, comme on appelle ça, hein. C'est les trucs qu'on nous promet, et puis en fait, derrière, il y a c'est du vent, c'est de l'air. Et donc, on attendait. Alors, Apple nous avait dit oui, il y aura des mises à jour, ce sera 2026. On attendait toujours qu'Apple sorte sa propre version de Siri avec leurs petits doigts musclés et leurs ingénieurs IA, sauf que finalement, ils n'y arrivent pas tout seuls. Voilà, et pour retrouver l'intégralité de ce De quoi je mail, rendez-vous sur la page YouTube de BFM Tech et puis bien sûr sur l'appli de BFM Business. 20h36, on va maintenant s'intéresser à l'un des acteurs majeurs du véhicule électrique dans le monde et qui arrive en Europe, c'est BYD. Je reçois sa nouvelle directrice générale tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Et Dorothée Bonassi est sur le plateau de Tech & Co. Bonsoir Dorothée. Bonsoir François. Vous êtes directrice générale de BYD France, fraîchement arrivée chez BYD. Merci de m'accueillir aussi rapidement. On est ravis parce qu'on suit l'actualité évidemment de tous les constructeurs automobiles, mais BYD est un constructeur qui nous plaît beaucoup parce qu'il allie à la fois technologie et véhicule. Et quand on est dans Tech & Co, on aime bien le mix, le mariage des deux. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un vrai profil. Vous êtes une femme de l'automobile depuis toujours, en fait. Hein. Vous avez travaillé chez Renault, chez Volkswagen aussi. Qu'est-ce qui vous a fait changer de crèmerie et d'aller du côté de chez BYD ? Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette BYD, c'est un pouvoir d'attraction incroyable. Enfin, moi, ça a œuvré sur moi, mais ça œuvre aussi sur les clients qui rentrent dans nos showrooms. On voit bien, encore ce week-end, on était en portes ouvertes. C'est un flux naturel, curiosité en fait des clients, attrait. Et voilà, ça a joué sur moi parce que j'avais envie de changer complètement de monde et c'est plutôt réussi. J'avais envie de fraîcheur, d'oxygène, d'autre chose, d'un nouveau monde. Et voilà ce qui m'a attirée chez BYD. Et je dois dire que je suis comblée. Oui, c'est vrai que là, il doit y avoir quand même un sacré changement parce que passer de la... On va dire de l'histoire de la voiture française avec Renault, et puis même, vous avez travaillé, je disais, chez Volkswagen, un acteur assez récent dans l'automobile, hein, BYD, au départ. Rappelons-le, peut-être qu'on peut revenir sur l'histoire de BYD. Il fabriquait pas d'automobile. Au départ, c'était des batteries, je crois. Exactement, oui. 95, on a commencé par... C'est pas la même histoire, pas le même ADN, en fait. Oui, complètement. Donc, fabricant de batteries rechargeables. Et puis maintenant, on a élargi sur... 4 secteurs d'activité qui sont l'automobile, bus et camions électriques, transport ferroviaire, bien sûr énergie nouvelle, hein, le solaire, le stockage d'énergie, et puis l'électronique. Donc vraiment une palette incroyable. Et BYD, c'est une entreprise technologique. Stella Lee le dit souvent, elle est composée de 120 000 ingénieurs. Là, c'est vraiment une fierté qu'on a. Ces ingénieurs qui déposent tous les jours 45 brevets. C'est incroyable. C'est incroyable. Et 120 000 ingénieurs sur un total de 1 million de collaborateurs dans le monde. Et voilà, 4 600 000 véhicules à nouvelles énergies vendus dans le monde en 2025. 1 million de véhicules vendus hors de Chine en 2025. Ça prouve en tout cas la volonté d'émancipation de BYD. C'est quand même intéressant. Et au cumul, en fait, depuis la création de la marque, on est à plus de 15 millions de véhicules vendus. C'est dingue. Ouais, ça va très vite. Comment vous définiriez on va dire l'ADN de BYD aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est des voitures hyper technologiques. C'est quoi les points forts en fait de cette marque ? Oui, complètement. On est vraiment une tech compagnie. C'est évident. On arrive avec des innovations. À titre d'exemple, je prendrais la batterie. C'est une batterie lithium fer phosphate qui est la plus durable, la plus sûre du marché. Là, en décembre, on a élargi en fait sa garantie qui est passée de 8 ans à 250 000 km. Donc, on est tech dans les batteries. Qu'est-ce que vous garantissez en fait ? Ça veut dire que la batterie sera toujours opérationnelle
D'ici 8 ans. 250 000 kilomètres, et c'est absolument bluffant. Elle est l'une des seules à passer le fameux test du clou, la pénétration clou, qui provoque un court-circuit et qui montre en fait le comportement de la batterie dans ce cas extrême, où elle ne s'enflamme pas, elle ne s'embrasse pas. Contrairement en fait à toutes les batteries conventionnelles. Bon, ça c'est un exemple en fait de la technologie BYD, avec l'une des batteries vraiment les plus fiables, les plus durables qui puissent exister. Et puis on arrive aussi avec une motorisation incroyable qui est le super hybride. L'hybride, vous savez, c'est quand même le moteur qui est plébiscité en France et un peu partout en Europe, à vrai dire. Et là, on a un super hybride qui hybride à la Toyota, quoi. C'est ça ? C'est-à-dire que c'est un mix de thermique et d'électrique ? Ouais, c'est en fait une structure qui est faite en électrique, mais qui a un petit moteur thermique qui est là pour soutenir et servir de générateur et d'accompagner en fait cette motricité électrique. Donc c'est vraiment l'électricité qui domine, alors que chez Toyota c'est plutôt le thermique qui est aidé par l'électrique. Là, ça serait plutôt l'inverse. Voilà, exactement. L'électrique est aidé par le thermique. Tout à fait. Et ça nous donne en fait des résultats incroyables en autonomie. Si on prend la berline Silu DMI, elle fait 1500 km en autonomie pure. Et, voilà, on peut la recharger aussi comme une batterie normale. Oui, on peut la recharger comme on peut en fait rouler sans forcément s'arrêter pour la recharger. Et donc ce super hybride, on en est très fiers. Et d'ailleurs, en 2026, on pense que ça va peser à peu près 75% de nos ventes. Donc on arrive avec une technologie qui reste accessible et attractif. C'est ça la force BYD, c'est offrir à nos clients un rapport prix, équipement, technologie qui soit attractif, voilà. Et partout dans le monde, en fait. Alors, et quelles sont vos ambitions en Europe et notamment en France, Dorothée ? Alors, en Europe, déjà, on commence à être bien implanté dans plus de 30 pays. On a 1000 points de vente au travers de ces 30 pays. On vise à doubler le nombre de points de vente. Et en France, c'est pareil. On est à 90 points de vente aujourd'hui. On pense doubler à l'année prochaine. Notre objectif, c'est d'être au plus près des clients. Qu'un client, quand il veut aller dans une concession BYD, il parcourt pas plus de 20 minutes en voiture pour nous trouver. Ça, c'est vraiment notre ambition. Et notre ambition, bien sûr, c'est de conquérir le plus de clients possible. Avec aussi, comment dirais-je, cette volonté de proposer, vous le disiez, des voitures à des tarifs très intéressants, et même de vouloir assembler des véhicules en Europe. C'est ça ? Oui, alors tout à fait. Et c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, quand j'achète une voiture BYD, elle est assemblée en Chine. Oui, pour l'instant. Et vous faites bien d'en parler. D'ailleurs, j'y vais la semaine prochaine. Première visite en Hongrie, où nous avons commencé la fabrication des pré-séries. Et nous rentrons dans les séries à partir du 2e trimestre. Et nous sommes très contents. On va y fabriquer la citadine Dolphin Surf, qui est là encore, en fait, pour renforcer vraiment cet aspect fort de BYD. Cette citadine, elle est 5 étoiles RunCap. Il n'y a pas beaucoup de citadines en France qui passent les 5 étoiles. Donc, cette citadine... Donc, petite voiture. À un prix défiant toute concurrence, je crois. On est à moins de 20 000 euros. D'accord. Et on va continuer, en fait, sur cette usine à fabriquer de l'électrique avec l'Atto 2, qui est plus un compact SUV. Mais attendez, excusez-moi, je reviens sur cette Dolphin qui sera donc assemblée en Europe, c'est ça ? Oui. Donc, vous bénéficierez à ce moment-là, parce que c'est un petit peu la guerre en ce moment entre les droits de douane et puis on va dire les aides, les voitures, les constructeurs dont les voitures sont éligibles ou pas. Est-ce que vous espérez avoir une voiture qui soit éligible aux aides françaises ? Oui, on espère bien sûr. On commence déjà à y travailler et oui, on espère vraiment bénéficier de cet EcoScore qui va nous ouvrir un peu plus le champ de nos ventes. On sait que 67% en fait des ventes en électrique se font subventionner par... Subventionner, mais bien sûr, parce que c'est un coup de pouce intéressant. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que même cette Dolphin, qui est, on va dire, une voiture d'entrée de gamme, en quelque sorte, dans la gamme de BYD, elle est hyper technologique, en fait. Elle est hyper technologique. Il y a un grand écran, enfin, voilà, je veux dire, on n'est pas, on n'est pas dans une carriole, quoi.
Non, pas du tout. Et effectivement, en finition, vous faites bien de le dire, en termes de finition, qualité des matériaux, même au-delà de la technologie, on est à des niveaux qui flirtent un peu quand même le premium sur en fait ces citadines. Et technologie, bah oui, elle a cette batterie en blade battery, comme on dit, en lame, avec des autonomies à 350 km sur une citadine, c'est pas mal. Un mot aussi peut-être sur les autres modèles, parce que donc la Dolphin, c'est on va dire un peu le cheval de Troie de la citadine pour faire connaître la marque et qui est une acceptation de la part de la plupart des gens de BYD. Mais vous avez aussi des modèles qui coûtent plus cher, mais qui malgré tout restent abordables pour, on va dire, pas du luxe, mais en tous les cas, du haut de gamme. Oui, complètement. On a une gamme très, très large qui va de, effectivement, Dolphin Surf jusqu'à la grande berline qui est familiale, routière. Et on a effectivement des SUV. Là, on a sorti, il y a décembre, le Sea Lion 5, qui est un SUV familial, là aussi avec des codes premium de finition, en super hybride, et ce, pour la somme absolument imbattable à 29 990 €. Un SUV familial en super hybride, extrêmement bien fini, c'est assez bluffant. Souvent, on vous compare à Tesla. Est-ce que vous trouvez flatteur cette comparaison, ou est-ce que finalement, c'est une erreur de vous comparer à Tesla ? Non, je trouve que c'est plutôt flatteur parce que Tesla a été pionnier et reconnu comme une entreprise technologique très avancée. Et on partage, oui, des codes qui sont assez similaires. Et c'est vrai qu'on a notre fierté. On est assez humble quand même, surtout en France. On a fait 14 000 voitures en 2025. Donc moi, j'arrive avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, mais beaucoup d'humilité. Et quand même, d'entendre dire que BYD a battu Tesla l'année dernière en termes de vente de véhicules électriques, c'est vrai qu'on a cette fierté quand même. Question peut-être un petit peu plus, on va dire, personnelle. Vous avez travaillé, on va dire, très longtemps dans l'industrie de l'automobile française. Est-ce qu'elle va s'en sortir, à votre avis, cette industrie automobile française ? Est-ce que des acteurs comme BYD, il y en a d'autres, il y a Xiaomi qui sort des voitures incroyables en Chine, qui vont peut-être un jour arriver en France et en Europe. Il y a Xpeng, il y a énormément d'autres constructeurs qui peuvent arriver chez nous. Est-ce que vous pensez que l'industrie automobile française, vous qui êtes passé des deux côtés, peut être menacée ? Oui, moi je pense en fait. Vous savez que les constructeurs français sont très forts sur le marché français, c'est la moitié des ventes. Et je pense que ça ne va pas beaucoup évoluer. Alors, nous, on joue dans la cour des importés. Et bien sûr, on a notre place à prendre. Et oui, en fait, moi je pense à l'agilité des constructeurs français. Ils sauront rebondir. Je n'ai pas trop de crainte de ce point de vue-là. Alors, c'est vrai qu'on les challenge. On arrive avec une technologie qui est quand même en avance, mais je crois en l'agilité et en l'intelligence de l'industrie française. Ben voilà, c'est sur cette note positive que on va terminer ce rendez-vous. Merci beaucoup, Dorothée Bonassi, donc nouvelle directrice générale de BYD France. Merci beaucoup. Merci François. Et tout de suite, direction Davos, où BFM Business a pu avoir en exclusivité quelques mots d'Emmanuel Macron. Au micro de Laure Closier, il réagit en fait au fait que Yann Lequin ait choisi la France. On en parlait il y a quelques instants. C'est vrai que Yann Lequin a choisi la France pour installer sa start-up. On écoute les propos d'Emmanuel Macron. Non, il a décidé, il connaît la France et on est simplement très fiers. Et on va tout faire pour qu'il réussisse depuis la France. C'est une entreprise mondiale, mais c'est un formidable succès pour la France d'avoir Yann Lequin qui est une sommité, qui est prix Turing, qui a été un des génies de Meta de venir dans notre pays. Donc c'est une grande fierté. On continue, regardez tout le trajet qu'on a fait depuis 1 an sur l'intelligence artificielle. Et donc on continue, voilà, on crée des data centers, on a de l'énergie bas carbone qui est disponible, on a encore d'autres sites qu'on crée. On fait exactement ce qu'on a dit il y a 1 an. Et on est au rendez-vous au bon rythme. On forme des talents de plus en plus. Et on a des entreprises dans tous les compartiments du jeu. Et la France est un pays qui utilise l'intelligence artificielle. Nos entreprises, comme nos compatriotes, ce qui est aussi un levier à la fois pour attirer
et puis pour avoir plus de productivité. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Les réactions d'Emmanuel Macron à l'arrivée de Yann Lequin en France avec sa nouvelle start-up, propos recueillis par Laure Closier et Nathan Cocampo. On les félicite parce que avoir quelques secondes du président Emmanuel Macron, c'est pas facile. Et nous, on l'a eu sur BFM Business. 20h50, on va parler d'espace maintenant avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Voilà, pour tous les fidèles de Tech & Co, on aime bien suivre cette société Venturi Space. Et le directeur des affaires spatiales est avec nous ce soir, Antonio Delfino. Bonsoir. Bonsoir François. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qu'est Venturi Space. Ce qui est intéressant de voir que vous êtes une entreprise monégasque qui développe en fait un véhicule qui pourrait aller, pourquoi pas, sur la Lune. Mais expliquez-nous un petit peu, peut-être avant de commencer, on va dire la genèse de Venturi Space et quel est votre but ? Alors, Venturi Space, ça réunit plusieurs sociétés. Donc la société monégasque, vous l'avez citée, dirigée par notre président, Guido Pastor. Il y a une entité aussi en Suisse, une nouvelle entité à Toulouse, on va en parler. C'est une entité sur laquelle on investit massivement. Terre d'espace, bien évidemment. Terre de l'espace, on en parlera aussi avec le CNES, qui est vraiment pour nous l'agence spatiale équivalente à la NASA, quasiment. Donc pour revenir à Venturi Space, c'est 3 sociétés en Europe. C'est une société aux États-Unis, à surtout ne pas confondre avec Ventura Astrolab, qui, elle, se trouve à Los Angeles, aux États-Unis. Et qui n'a rien à voir avec vous. On a un partenariat stratégique. D'accord. On ne peut pas dire n'a rien à voir. En fait, on a des liens étroits en termes de partenaires stratégiques. Vous vous souvenez, j'étais venu ici à plusieurs reprises vous présenter le rover Flex. Oui. Et d'ailleurs, dans quelques semaines, on va recevoir la réponse de la NASA si on est choisi pour transporter sur la Lune des astronautes avec Artemis 5. Donc, Venturi Space a dans son escarcelle 4 missions lunaires. 2 qui sont déjà signées. Une, cette année, volera pour la Lune, donc été 2026, c'est le rover Flip, qui est un rover massif. La deuxième, c'est celle qu'on avait été venu présenter ici avec le Flex commercial, donc 2028, avec la fusée d'Elon Musk, le Starship. La troisième, on vient de le dire, c'est avec le LTV, donc le rover qui transportera les astronautes, ça fait 3. Et la quatrième, c'est Mauna Luna. Donc ce rover a la caractéristique qu'il est 100% européen. Tout est fait en Europe. On a la volonté d'utiliser que les technologies européennes, des roues jusqu'à l'électronique spatiale. Donc vous voyez, Venturi Space, ça ressemble à un certain nombre de sociétés. Et on veut faire en sorte qu'à Toulouse, on est le champion européen de la mobilité lunaire. Antonio, juste un mot. Pourquoi cette fascination pour les véhicules qui rouleront sur d'autres planètes, en fait? Parce que ça va devenir une nécessité et qu'il faut se lancer sur ce business. Il faut se lancer. Vous avez vu récemment, en fin d'année, une annonce fracassante du président Trump, américain, qui veut retourner sur la Lune en 2028, construire des infrastructures, donc installer aussi des systèmes énergétiques avec des centrales nucléaires. Et vous savez, la Lune est un enjeu majeur. Un enjeu majeur pour l'énergie, un enjeu majeur aussi pour des ressources naturelles. Donc attendez-vous dans les années qui viennent. Géopolitique tout simple aussi. Oui, aussi, mais dans un premier temps, c'est avant tout y être et exploiter. C'est ça. Donc notre vision chez Venturi Space... Il faudra se déplacer en fait sur la Lune. Tout à fait, il faudra se déplacer. Donc c'est comme sur Terre. Imaginez il y a 150 ans, quand l'industrie a pris son envol, vous avez besoin de camions, vous avez besoin de faire de l'industrie. Et si vous voulez commencer à faire de l'industrie, il vous faut miner, faire du minier, forcément. Il vous faut exploiter des ressources sur place. Vous pouvez amener sur la Lune un certain nombre de ressources, mais il faut aussi en produire sur place. Vous avez besoin de véhicules pour ça. Mais alors, ce qui est surtout des véhicules massifs. Et bien sûr. Et là, on en reviendra pour Venturi Space. Pourquoi des véhicules massifs? Et surtout, quels sont les défis, les contraintes techniques pour faire rouler un véhicule en fait sur la Lune? Parce qu'évidemment, la gravité n'est pas la même. Comment on imagine en fait un véhicule? Qu'est-ce qui change par rapport à un véhicule terrestre? Les contraintes principales, c'est l'environnement. On l'a dit à plusieurs reprises, les températures varient entre moins 240 degrés et plus 130 degrés. Ouais. Il y a des radiations vraiment conséquentes qui viennent du cosmos, qui viennent du Soleil. Ça veut dire que les différents organes de ces véhicules sont soumis
à des contraintes incroyables. Exactement, des contraintes vraiment incroyables. Et quand on sait que les batteries sont très sensibles justement au changement de température et au froid. Alors pour les températures, les basses températures, ce qu'on fait quand on a des températures très basses, on ne redéfinit pas la chimie des batteries. Par contre, on met en condition la batterie pour qu'elle puisse survivre à ces basses températures. Donc on la chauffe, c'est ça? Ça dépend de quelle technologie. Il y a des technologies, par exemple, qu'on développe à partir de la page blanche. C'est le cas des roues. Les roues hyper déformables, les matériaux qui les constituent. C'était nécessaire, ou plus que nécessaire, de développer des nouveaux matériaux pour le faire. Sinon, on n'y aurait pas réussi. Pareil pour la partie châssis. Pareil aussi pour certains organes. Et d'autres organes sont prises de l'industrie spatiale européenne qui a fait des progrès énormes, vous le savez, dans le domaine des satellitaires, mais pas forcément sur la Lune. Alors justement, parlez-nous de Mauna Luna. Voilà, alors Mauna Luna est un rover magnifique, hein. On le définit massif. Et ce n'est pas un petit rover, boîte de chaussures, je les appelle comme ça. Mais alors, quand vous dites massif, ça représente quoi? C'est comme une voiture traditionnelle? Oui, alors ça représente environ 750 kg. Donc on passe vraiment dans la catégorie qui approche 1 tonne. Alors, quand on arrive à des rovers avec une telle masse, vous comprenez bien que les organes doivent supporter cette masse, les organes mécaniques, hein, en premier lieu les roues, aussi les suspensions, donc le châssis. Et il faut faire fonctionner l'ensemble avec des propulseurs qui sont beaucoup plus puissants que des tout petits revers. Et tout ça, donc, direction Toulouse, pour concevoir en fait ce rover? Je voulais en parler de façon, on va dire, très, très précise. Toulouse, pour nous, ça va être notre navire amiral. Donc on a parlé des sociétés qui se trouvent en Europe, qui vont faire des systèmes et des sous-systèmes aussi, qualifiés spatial. Associé à ça, on aura aussi des entreprises européennes bien connues, je ne les citerai pas ici, mais on est en contact très très proche pour avoir des technologies déjà qualifiées spatiales. Et à Toulouse, il y aura des développements propres et en même temps l'assemblage final du rover Mauna Luna, la qualification aussi du rover Mauna Luna, et tout ceci avec des discussions très proches avec l'Agence spatiale européenne. Quel est votre calendrier? Quand est-ce que vous espérez pouvoir voir rouler l'un de vos véhicules sur la Lune? On s'est mis en ordre de bataille. En étant, on va dire, raisonnable. Oui, mais on est raisonnable. On s'est mis en ordre de bataille pour à l'UNIR en 2030. Alors vous allez dire, OK, Antonio a dit à l'UNIR en 2030, comment on s'y prend? À l'intérieur de Venturi Space, on passe déjà nos jalons pour le faire. Et on est en collaboration très proche avec donc l'ESA. Le CNES aussi nous soutient très fortement. Et on pousse très fort pour la raison suivante. C'est que, vous le savez, au mois de novembre de l'année passée, l'ESA a attribué un contrat pour la fabrication du premier lander européen. Et Joseph Arbarer, Daniel Neuschwander, donc le numéro 1 et le directeur de l'exploration, ont défini que la première mission de l'Argonaute sur la Lune, ça serait 2030. Donc vous comprenez que rétroactivement, on a fait un calendrier de telle façon à envoyer le rover Mauna Luna sur la Lune en 2030. Donc on s'aligne sur la roadmap de l'ESA. Vous avez des concurrents là, sur ce sujet? En Europe, il y en a, c'est vrai, sur des rovers massifs, en toute honnêteté, sans fanfaronner, on n'en a pas beaucoup. Sur des rovers de petite dimension, oui. Sur des rovers massifs, il faut reconcevoir des technologies qui doivent être déclinables. Ce n'est pas simple, c'est comme sur Terre. Si vous avez des petits objets, des petits trous, faire des plus grandes roues, faire des plus grands moteurs électriques, ce n'est pas une mince affaire. Donc sur les revers massifs, c'est unique. Et je vous dirais même, pour aller plus loin, Venturi Space est le seul aujourd'hui en Europe à proposer des revers massifs qui approchent 1 tonne. Alors pourquoi? La raison, on l'a évoqué tout à l'heure, on collabore depuis maintenant quasiment 6 ans avec nos partenaires stratégiques Venturi Astrolab, avec qui on vole l'année prochaine. Pas l'année prochaine. On est en janvier, donc forcément, on vole cette année, cet été. Et on a livré des technologies qualifiées pour le vol donc à l'entreprise. Ça veut dire que ces technologies-là vont être aussi utilisées pour Mauna Luna. Merci beaucoup, Antonio Delfino. Intéressant de voir que voilà, on a des acteurs français et que voilà, les briques commencent petit à petit à se rassembler. Merci. Oui, je voulais insister quand même sur le côté français. Le côté français est très important pour nous pour des raisons stratégiques, pour des raisons politiques, et vraiment pour pousser les technologies à leur extrême. Et c'est un terrain de jeu qui est très approprié pour nous. Pourquoi? Parce que la France est très concentrée sur les lanceurs, et avoir un rover européen massif avec le soutien de CNES, bien sûr, et de l'ESA,
nous permettrait d'avoir en France, oui, je pense, une activité qui parle à tout le monde finalement. Ouais. C'est un véhicule. Hein. Merci beaucoup Antonio, directeur donc des affaires spatiales de Venturi Space. C'est passionnant tout ça pour terminer ce Tech & Co en ce mardi soir. On sera là demain. D'ici là, très belle soirée. Les replays, les podcasts de cette émission qui vous attendent. À demain avec plaisir dès 19h30. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.